Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'étais en train de regarder, il se trouve qu'on est vraiment en flux tendu au niveau du temps, on se croirait presque à un séminaire Vivre et Devenir. Et la deuxième chose qui me fait penser qu'on a un séminaire Vivre et Devenir, si je me faisais cette réflexion, en voyant l'énergie qui était dans la présentation de l'ensemble des projets, c'est que traditionnellement, dans ce genre d'événement, on a plutôt tendance à présenter les prix à la fin. Et d'une certaine façon, tout le monde a entendu la messe avant et on arrive dans une sorte de distraction utile qui est la remise des prix. Et là, vous avez complètement inversé les choses. C'est-à-dire que ça témoigne bien que c'est bien du terrain que par l'action qui est la vôtre. Et je pense que j'étais installé, vous en avez peut-être l'habitude, moi j'en ai un peu moins l'habitude. J'étais installé là et je me dis, et ça m'a frappé, je me dis c'est intéressant. Bon, je ne vais pas faire très long, rassurez-vous. Puisque je suis chargé, on m'a gentiment proposé d'assurer le fil rouge de cette journée sur un sujet qui a été abondamment présenté, Madame la Présidente, donc je n'y reviendrai pas. Simplement, je pense que ce qui est important, c'est peut-être dans ce qui n'a pas été dit et qui figurait en surtitre dans l'invitation, en sous-titre plus exactement, dans l'invitation que vous avez dû recevoir, qui était cette idée que la santé mentale jouait le rôle d'éclaireur dans l'ouverture vers des nouvelles pratiques, à la fois de soins et d'inclusion. Et moi, j'aime assez cette idée, et c'est aussi, me semble-t-il, ce que les tables rondes qui vont suivre montreront, cette idée de l'inversion de la proposition. On n'est pas en retard d'un sujet, on est au contraire en avance d'un sujet. Et penser la santé mentale, et plus largement la vulnérabilité au sens large, comme une forme d'éclaireur du monde, est une vision dans laquelle à la fois moi je me retrouve et je pense chacun d'entre vous se retrouve. Donc de façon très concrète, on a une bonne journée à passer ensemble et on va essayer de travailler à la façon d'un photographe, c'est-à-dire qu'on va prendre le plan le plus large possible pour aller vers de plus en plus de spécificité. Ce matin, on va aborder une question qui est une question tout à fait importante, qui est l'accompagnement du handicap psychique en milieu ordinaire, qui fera l'objet de la première table ronde. Et puis, on fera un petit pas un peu plus en avance, où on traitera de santé mentale et de travail, pour enfin terminer sur la question, qui est une question de pédagogie et de sensibilisation à la santé mentale, ce qui fera l'objet de la troisième table ronde. Et ensuite, vous aurez l'occasion de conclure les travaux. Ça va être le plus interactif possible, donc on compte aussi sur vous, votre intérêt et les questions que vous pourrez poser. Vous aurez la possibilité à la fin de chaque table ronde de chaque intervention, de poser vos questions. Et au-delà de ces trois tables rondes, on va démarrer par une première, alors je n'ose pas qualifier de table ronde puisqu'ils seront deux à nous rejoindre, mais une première intervention qui va nous permettre peut-être de clarifier les choses à travers le terme de santé mentale qui n'est pas toujours très clairement établi. C'est Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur, ajouter au malheur de ce monde. Alors je ne sais pas si l'intervention de nos deux intervenants nous rendra plus heureux, mais j'espère qu'en tout cas on sera plus averti de ces questions. Donc là, la séquence est importante, elle dure une demi-heure, sous le regard qui c'est Viviane. Et en une demi-heure, on va essayer de partager un langage commun. Et pour ça, j'appelle Jean-Philippe Cavrois, de la Fédération Santé Mentale France, et Anne Locher, qui est père aidante, et vous êtes directrice d'un groupe d'entraide mutuelle, présidente, et non pas directrice, vous voyez, j'avais mes notes, j'ai voulu faire le malin, et qui est donc présidente du GEM Toulouse. Très bien. Eh bien, allons-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais vous laisser vous installer en majesté. Moi, vous savez, je ne suis que le passeur de cette table ronde. Alors, merci d'apporter votre éclairage. On va démarrer tout de suite parce que je ne suis pas exactement persuadé que la Fédération Santé Mentale France soit connue de tous. Et donc peut-être Jean-Philippe Cavrois, vous en êtes délégué général, là je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus de ce qu'est cette fédération et finalement de l'objet de son activité? Très bien. Mais écoutez, merci, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier pour votre accueil déjà, avec beaucoup de chaleur, ça fait toujours plaisir. Et puis remercier Vivre et Devenir de nous avoir proposé d'intervenir ce matin.
D'autant plus que Vivre et Devenir est un des adhérents de la Fédération Santé Mentale France et représenté dans notre conseil d'administration également, donc adhérent actif, à travers la personne de Marie Delarocque, dont j'ai dû entendre le nom 10 fois là, ce matin à peu près. Et donc on est très fiers de vous savoir parmi nos adhérents et participants actifs. Voilà, alors la fédération, effectivement, est une, comme son nom l'indique, une fédération sous forme d'association, de loi 1901, reconnue d'utilité publique, et qui a pour vocation de fédérer les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie. Alors pour dire les choses, en fait, on a rassemblé tous les acteurs possibles. Donc en fait, nous avons 3 collèges dans notre fédération. Un collège avec des acteurs du sanitaire, un collège avec les acteurs du médico-social et du social, et puis un 3e collège avec les associations de personnes concernées, des proches, aidants ou d'autres associations qui œuvrent dans l'univers de la santé mentale, mais qui ne gèrent pas des établissements ou des dispositifs. Voilà. Et l'idée peut-être, c'est de dire que on est à la fois une association, une fédération assez ancienne, parce que à l'origine c'est 1952, et la fédération s'appelait autrefois, pour ceux qui peut-être l'ont connue, Fédération Croix-Marine, voilà, et plutôt les acteurs du sanitaire. Et cette fédération a fusionné avec une autre fédération qui s'appelait AGAPSI, qui regroupait plutôt les acteurs du médico-social, je caricature, mais du médico-social et du social, peut-être certains d'entre vous aussi l'ont connu, et tout ça s'est mis ensemble en 2017, pardon. Voilà, à force de... Voilà. 2017, donc c'est quand même assez récent, avec l'idée de dire comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, en essayant de rassembler tous les acteurs, en décloisonnant, et en ayant aussi l'idée que il faut allier le soin avec l'accompagnement et évidemment la participation des personnes concernées. Alors précisément, puisque vous agissez dans le champ de la santé mentale, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la santé mentale ? Oui, la santé mentale, alors je vois que nous avons affaire avec des personnes qui aujourd'hui connaissent déjà bien la santé mentale, puisque c'est un sujet que vous rencontrez au quotidien. C'est peut-être que j'aurais peut-être envie de partir de ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc je crois que c'est important de le rappeler, parce que bien souvent, on le sait, on néglige cette partie de la santé qui est la santé mentale. Et puis une deuxième définition qui est quand même intéressante de se rappeler, je vais la citer, parce que l'OMS dit que la santé mentale est un état de bien-être. Voilà, donc on ne parle pas uniquement de symptômes, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de pouvoir affronter la vie, et puis travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà, donc c'est important de voir que la santé mentale, comme on le disait comme la présidente le rappelait tout à l'heure, est bien plus large que cette histoire de clinique, on va dire, de symptômes ou de maladies. Voilà, on recouvre donc plusieurs réalités, à la fois, je dirais, les difficultés peut-être psychologiques, les éléments peut-être plus légers, et à la fois ça va jusqu'aux troubles psychiques, aux maladies qui peuvent être beaucoup plus, je dirais, graves, avec des symptômes persistants, lourds, que j'imagine vous rencontrez. Voilà. Et en fait, ce qui est important de se dire peut-être, ou de se rappeler, c'est qu'on parle de continuum. On n'a pas 2 catégories de personnes. Les personnes qui seraient en bonne santé mentale et pour lesquelles il n'y aurait pas de problème et tout va bien. Et puis ceux qui ont des troubles psychiques, des maladies psychiques et pour lesquels la santé mentale ne va pas bien, point. Non, c'est un continuum dans la vie où effectivement c'est gradué et du coup la santé mentale est quelque chose qui peut évoluer chez une même personne en fonction des moments au cours de la vie, voilà, et on peut vraiment dire que cette santé mentale nous concerne tous,
et que voilà, on peut aller bien à un moment, moins bien à un autre moment, avoir des difficultés et peut-être à un moment donné développer une maladie psychique où là on est sur des choses effectivement où on va devoir faire appel à des soins beaucoup plus intensifs. Cette idée de continuum est importante parce que ça nous permet de changer un peu notre regard sur cette maladie mentale. Alors peut-être, j'en profite aussi pour faire un petit point parce qu'on entend parfois une petite polémique entre psychiatrie et santé mentale, et en disant, tiens, quand on s'occupe de santé mentale, on ne s'occupe pas vraiment des choses sérieuses. Bon, alors évidemment, à la fédération, on ne voit pas tout à fait les choses comme ça. Évidemment, la psychiatrie qui travaille dans le dur, si je puis me permettre, a un travail essentiel et qu'il est très important, évidemment, de pouvoir tenir compte de la situation très tendue, de pouvoir développer les moyens, développer aussi l'attractivité dans les métiers de la psychiatrie. Mais il est bien évident aussi que la santé mentale est très importante au sens large, et que la psychiatrie est intégrée dans la santé mentale, et que plus on s'occupe effectivement des choses en amont, par la prévention, la sensibilisation, et également en aval, après éventuellement un passage en hôpital ou une crise, plus on arrivera à soulager et à résoudre les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui en France sur la santé mentale et la psychiatrie. Très bien. Alors, c'est vrai que ça a été déclaré grande cause nationale, enfin en tout cas pour 2025, donc ce qui signifie que le problème, je ne sais pas d'ailleurs si le mot de problème est à ce point intéressant, mais on va dire que le phénomène est important. Vous avez quelques chiffres sur la santé mentale oui. En France aujourd'hui? Oui, on peut donner quelques chiffres pour donner un peu les enjeux. Vous les connaissez certainement, mais on sait que une personne sur 4 dans sa vie va rencontrer des difficultés ou un problème de santé mentale. Une personne sur 4. C'est un chiffre qui vient de l'OMS et que l'on retrouve dans tous les pays. C'est assez intéressant d'avoir cette constance sur l'ensemble des pays. Et chaque année, c'est environ une personne sur 5 qui a une difficulté avec la santé mentale. 13 millions de Français à peu près. Voilà, donc c'est pas neutre. Et quand vous ajoutez effectivement toutes les personnes qui sont autour de ces personnes, à commencer par les familles, les proches, mais également tous les collectifs, y compris dans le monde du travail évidemment, eh bien on imagine l'ampleur que cela représente. D'où l'importance, et vous l'avez très bien dit, que ce sujet soit considéré à sa juste place en termes d'ampleur sociétale. Et c'est pour ça que la fédération, avec d'autres acteurs, on a créé un collectif il y a maintenant 1 an et demi pour faire en sorte que la santé mentale soit reconnue grande cause nationale. Voilà, donc on ne peut que se réjouir du fait que ça soit grande cause. Alors grande cause, ça veut dire qu'effectivement il va y avoir un peu de communication, des sensibilisations autour de ça, autour du changement des idées, de l'information, de la prévention, mais qu'au-delà de ça, il faut profiter de cette année pour faire monter le sujet en haut de la pile de tous nos responsables, en particulier les pouvoirs publics, et essayer de faire aussi changer certaines choses dans cet univers. Avec, je crois, notamment les jeunes qui sont concernés par le sujet. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, la santé mentale, c'est à tous les âges, et tout le monde est concerné. Vous le voyez dans vos structures, vous vous occupez, vous accompagnez des jeunes aussi bien que des personnes âgées. La santé mentale concerne tout le monde. Maintenant, chez les jeunes, les chiffres sont particulièrement préoccupants, et puis les jeunes sont les adultes de demain, etc. Donc vraiment, c'est particulièrement alarmant. On sait que 13% des écoliers de 6 à 11 ans présentent des troubles psychiques. C'est quand même assez important. Et chez les étudiants, quelques chiffres comme ça que j'ai pu récupérer, 41% des étudiants montrent des symptômes dépressifs. Ça, c'était les chiffres de 2022, juste après la Covid. On peut aussi dire que si on s'intéresse aussi au monde du travail, et vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un chiffre intéressant qui dit que la première cause... Alors, il y a environ 2,5 millions de Français qui seraient en situation de burn-out.
Voilà. Donc vous avez tout à fait raison de vous occuper, de prendre ce sujet aussi à bras-le-corps, d'autant plus que certaines professions sont particulièrement exposées, hein, et les professions du soin en font partie. Et les problèmes de santé mentale sont aussi la première cause d'arrêt maladie longue durée. Voilà. Et pour vous donner un chiffre en termes de coût, un chiffre économique, vous l'avez certainement déjà vu, ce chiffre, on sait que tout ce qui est santé mentale et troubles psychiques, c'est environ 170 milliards d'euros de coûts chaque année, dont environ 25 milliards pour de frais de maladie en direct, et tout le reste, ce sont les conséquences des troubles psychiques sur la qualité de vie, sur les indemnités, le chômage, etc. Très bien, merci. Merci, parce que ces chiffres-là sont vraiment éclairants et montrent à quel point, notamment dans le cadre d'une grande cause nationale, il s'agit à la fois de prendre soin de soi, de sa santé, mais aussi de pouvoir prendre soin de personnes qui sont dans des situations de souffrance. Et d'ailleurs, à ce propos, donc Anne Locher, vous êtes père aidante, donc présidente du GEM à Toulouse. Et je crois qu'il y a la question quand même derrière ce sujet-là, qui est celle du rétablissement. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui souffrent peuvent viser, d'une certaine façon, le rétablissement, qui est un terme qui, je crois, interroge. Alors, tout à fait. Alors, d'abord, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, effectivement, alors, le rétablissement, je ne sais pas si c'est un mot qui parle à tout le monde, parce que même chez les personnes concernées, on se rend compte que le mot n'est pas forcément connu, et quand il est connu, il arrive très tard dans le parcours de soins. Alors le rétablissement, qu'est-ce que c'est ? Le rétablissement, ça a des aspects objectifs et subjectifs, c'est multidimensionnel. C'est évidemment donc le fait d'aller mieux. Alors il y a une double nature dans le rétablissement. D'un côté, c'est objectif, d'un point de vue médical, on parlera de rétablissement en cas de disparition des symptômes. Donc ça, c'est objectivable, mesurable, et c'est, on pourrait dire, le retour à un état fonctionnel, un état normal, entre guillemets, du point de vue de la médecine. Mais la particularité du rétablissement, c'est aussi que ça a une très forte composante subjective. Ça a une dimension expérientielle, et à partir de là, c'est chaque personne qui détermine ce qui est pour elle le rétablissement. Ça a une dimension philosophique, politique, et c'est pas mesurable. En revanche, il y a des piliers, il y a des choses qui reviennent dans tous les témoignages de rétablissement. Alors là, on peut parler de l'espoir. C'est quelque chose de très important quand on n'est pas bien, de savoir que peut-être un jour on pourra aller mieux. C'est le fait de savoir que malgré la rupture des troubles psychiques, un jour on pourra reprendre une vie épanouissante. C'est la possibilité de faire des projets. Ça, c'est très très important. L'autodétermination, c'est-à-dire choisir soi-même ce qu'on a envie de faire et savoir soi-même ce qui est bon pour soi. C'est retrouver l'envie, le désir, c'est retrouver une identité et se dire qu'on n'est pas juste en fait une maladie ou une étiquette. On a une identité qui va bien au-delà de ça, et c'est aussi une histoire de lutte contre la stigmatisation. Se rétablir, c'est aussi se défaire d'une stigmatisation et d'une auto-stigmatisation. Et ça passe aussi beaucoup par l'entraide, le rétablissement dans les troubles psychiques. Et alors la question, c'est comment vous, en tant que directeur ou administrateur, vous pouvez être source d'espoir et faire comprendre aux gens que peut-être un jour ça peut aller mieux, et que peut-être aussi cette expérience, elle peut avoir une richesse. Ouais, justement, je crois que de ce point de vue-là, vous êtes père aidante. Oui. Et je pense que ce serait sans doute intéressant, parce qu'on entend beaucoup parler de père aidance. C'est pas, là encore, un sujet extrêmement clair. Peut-être que vous pourriez, dans cet acte de mobilisation, finalement, des directeurs d'établissement, expliquer le rôle de la père aidance. Alors, en quoi elle peut aider les personnes. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le rétablissement est un processus. Et la père aidance est très importante, parce que dans ce processus, c'est un processus d'aller mieux, mais c'est un processus évolutif et dynamique. Ça veut dire qu'un jour, on peut être mieux, et que quelques semaines plus tard, il peut y avoir des retours en arrière.
Et la paire aidance, c'est le fait d'avoir des pairs, des gens qui ont vécu la même chose, la même expérience de la maladie psychique, mais aussi des conséquences sociales et économiques que ça peut avoir. Le fait d'avoir ces personnes-là près de soi, ça permet de savoir que on pourra aller mieux. Et la paire aidance, c'est aussi, je dirais, un garde-fou dans le sens où ça permet aussi de savoir que on a une fragilité à vie. Et que peut-être, si on va mieux, il faut toujours être attentif, il faut toujours prendre soin de soi, il faut garder les étayages sociaux, il faut garder le soin aussi. Et ça permet de savoir que c'est quelque chose qui est jamais acquis. Donc la paire aidance, moi je la pratique de manière bénévole dans mon groupe d'entraide mutuelle. Ça permet de savoir que le processus n'est jamais terminé et que sur son parcours, on a des personnes qui ont rencontré la même chose. Alors, pour expliquer un petit peu la paire aidance, puisque je ne l'ai pas très très clairement définie, alors la paire aidance, si on reprend de manière très, très simple, aidance, ça vient du mot aider, c'est donc aider. Et pair, c'est quelqu'un qui est aidé par quelqu'un qui a vécu la même expérience de vie, donc comme je disais, au niveau des troubles psychiques, mais pas seulement, aussi au niveau des conséquences sociales et économiques que les troubles psychiques peuvent générer. Et la paire aidance, donc moi je la pratique dans mon groupe d'entraide mutuelle de manière bénévole. Alors j'entendais tout à l'heure qu'on parlait des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, les groupes d'entraide mutuelle, ce sont des associations qui ont vu le jour il y a 20 ans maintenant, qui ont été créées par la loi sur le handicap en 2005. Et ce sont des groupes d'entraide, c'est des espaces sociaux dans lesquels, en fait, on peut venir pour briser l'isolement, pour briser sa solitude, qui découle des troubles psychiques. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un espace où on peut retrouver sa citoyenneté par le biais du fonctionnement associatif. Alors, on y pratique la paire aidance bénévole. Si elle est bénévole, elle n'est pas totalement informelle. Alors, elle est très puissante dans les groupes d'entraide mutuelle, cette paire aidance, parce qu'en fait, elle prend sa source dans des affinités personnelles. Mais il faut savoir que ça peut pas tenir la route tout seul et que justement le groupe d'entraide mutuelle, le GEM, la règle associative, qui généralement est très simple, c'est l'entraide et la bienveillance envers les autres, ça permet à cette paire aidance de s'exercer et de pas être dans une relation totalement affective. Et finalement, le groupe est garant aussi de cette relation d'aide qu'il peut y avoir entre deux personnes. Alors après, la paire aidance professionnelle, je crois que vous allez en parler de manière plus approfondie cet après-midi, donc j'en dirai pas grand-chose, sauf qu'elle pose pas tout à fait les mêmes... elle pose un certain nombre de questions du fait de sa professionnalisation, alors des questions qui sont liées au type de formation, qui sont liées aussi au statut du père aidant. Aujourd'hui, c'est pas un métier qui existe en tant que tel, donc il y a des disparités il y a des disparités entre les pères aidants en fonction des endroits où ils exercent. Il y a des disparités aussi au niveau des salaires. Ça peut avoir malgré tout un effet vertueux donc dans les services. Moi, de ce que j'en entends, en tout cas autour de moi, de pères aidants qui sont dans des situations professionnelles, c'est vraiment la question de trouver sa place et comment finalement l'organisation va construire et va permettre à la personne aussi de se construire sa place. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les institutions, il n'y a pas que la paire aidance professionnelle, on en parle beaucoup. Mais moi, je sais que par exemple sur Toulouse, dans mon groupe d'entraide mutuelle, mais aussi dans d'autres sur Toulouse, il y a des gens qui interviennent de manière bénévole dans les institutions. Donc, par exemple, nous, on a une paire aidante qui va régulièrement dans un hôpital de jour de Toulouse pour parler de notre association. Et ça permet aussi aux gens qui sont hospitalisés de savoir qu'à l'extérieur, il y a des endroits où ils vont pouvoir venir une fois qu'ils seront sortis d'hospitalisation. Et voilà. Après, pour terminer, peut-être ce que je pourrais dire par rapport à cette paire aidance professionnelle et le retour que je peux en avoir
sur le terrain, c'est que finalement, ça peut générer une certaine forme d'inégalité et de frustration, dans le sens où la père aidance professionnelle, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. D'une part parce qu'il y a des gens qui veulent absolument être père aidant et qui, d'un point de vue psychique, psychologique, se considèrent comme rétablis, mais en fait, ils se rendent compte que c'est trop compliqué pour eux et du coup, ça génère une forme de déception, de frustration. Et puis, il y a aussi la question de l'accès aux formations. Alors, il y a plusieurs types de formations, hein. Et on se rend compte quand même que les gens qui se professionnalisent et qui sont capables d'aller dans les études universitaires, c'est des gens qui quand même, avant les troubles psychiques, avaient des compétences sociales, des codes, un capital culturel important, et que donc voilà, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais tendanciellement, c'est quand même ce qu'on peut voir. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que c'est intéressant parce que dans le titre de votre journée, il y a l'idée de nouvelles pratiques, nouvelles approches. Et ça, c'est très juste. En fait, on s'aperçoit que la père aidance, et vous y reviendrez cet après-midi, c'est aussi un nouveau métier, à partir du moment où c'est une père aidance professionnelle, et que c'est très intéressant, parce que ça fait bouger les choses, et c'est vraiment un levier essentiel, comme l'a dit Anne. Mais c'est aussi certainement, de l'expérience que Anne partage avec nous, et ce qu'on peut voir à la Fédération, c'est aussi des métiers qu'il faut accompagner, qu'il faut préparer, et ça, c'est vraiment une démarche très intéressante, parce que les choses sont jamais simples, même si on voit bien que la père aidance fait des miracles également. Dans ce que disait Anne, est-ce que vous dites, on voit bien qu'il y a un besoin de formalisation finalement du sujet, et peut-être juste avant de passer à des questions, j'avais juste une question pour vous deux. Comment est-ce que l'association Vivre et Devenir pourrait favoriser ce type de pratique, si vous aviez une recommandation, une envie Oui, alors c'est toujours difficile. Les conseilleurs n'étant jamais les voilà, exactement. Et puis aussi parce que c'est difficile de donner des conseils quand. Enfin, je veux dire, parce que. Moi je trouve que les histoires de santé mentale m'ont rendu très humble, enfin le plus humble possible, parce qu'on s'aperçoit que c'est des choses où on peut contribuer à, aider à, accompagner, soigner éventuellement, mais que voilà, ça nous dépasse pour beaucoup de choses. Maintenant, au quotidien, comment créer les conditions favorables pour que la personne aille mieux, pour que la personne ait accès à ses droits, pour que la personne se rétablisse, comme le disait Anne, c'est essentiel, et là on peut faire des choses. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et ce que je constate du point de vue de la fédération, c'est cette idée de dire, premièrement, comment est-ce qu'on peut partir de la personne, comment est-ce qu'on peut avoir une logique centrée sur la personne. Et je crois, de ce que j'entends ce matin, de ce que j'ai vu et de ce que je connais de votre association, que c'est une préoccupation importante. Comment on part de la personne. Deuxièmement, comment est-ce que... je trouve vraiment intéressant l'idée de dire comment on peut se former ou en tout cas mettre en œuvre les pratiques orientées rétablissement, de sorte que les personnes puissent retrouver leur vie de citoyen à part entière, avoir une vie la plus épanouissante possible avec tout ce qu'ils sont, y compris cette dimension qui est la maladie, mais qui ne se réduisent pas à ça. Ça, c'est très important. Donc, on peut se former au rétablissement, on peut s'inspirer de ce que font les autres. Entre vous, moi, je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, mais effectivement... voilà, à l'extérieur aussi, il y a des personnes qui ont mis des choses en œuvre, qui ont testé des choses. Ça, c'est toujours intéressant. Donc, partir de la personne, se former ou se sensibiliser à partager les bonnes pratiques. Je trouve aussi très intéressant l'idée de dire la solution de demain dans ces sujets sera forcément une solution transversale où chacun apportera sa pierre à l'édifice. Donc, travailler en grande intelligence avec toutes les parties prenantes, y compris les familles qui sont au premier rang, les personnes évidemment, on parle des personnes, et puis le soin, l'accompagnement, les associations, voilà, comment est-ce que dans tout ce panorama de la personne qu'on soigne ou qu'on accompagne, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner, articuler tout ça ensemble. Et puis il y a un point que j'ai vu ce matin, et je terminerai là-dessus. Va faire des gros yeux. Ah oui, pardon. Non, mais c'est juste que je trouvais très important, et c'est comme ça que vous avez commencé, Madame de Saulle, cette idée de santé mentale au travail. Voilà.
on sait très bien que dans l'univers professionnel, et nous on le voit à la Fédération parce qu'on a développé beaucoup de liens avec les entreprises, on propose des sensibilisations d'entreprise, des accompagnements, on a créé aussi une communauté de pratique santé mentale et travail. On voit bien que comment est-ce qu'on peut faire sur les lieux de travail avec les professionnels un vrai sujet de la santé mentale. Et bien souvent, alors dans des associations comme la vôtre qui sont au cœur des choses, non, mais dans beaucoup d'entreprises, souvent on entend le mot « cela ne concerne pas ». Si, ça concerne tout le monde et ça concerne aussi le lieu de travail. Et il ne faut pas avoir peur de mettre le sujet sur la table. Souvent les gens disent « on va ouvrir la boîte de Pandore, on va devenir… Ben non, on peut très bien ouvrir le sujet, ouvrir le dialogue, être à l'écoute, voir ce qu'on peut faire en tant qu'employeur, manager, et voir aussi ce qui revient à d'autres relais en interne ou à l'extérieur. Voilà, il y a aujourd'hui pas mal de solutions qui existent en interne, en externe, et accepter d'ouvrir le dialogue, d'adapter un poste, voilà, c'est des choses qui font du bien à tout le monde. Et à ce moment-là, créer les bonnes conditions voilà, souvent c'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr que vous allez avoir des questions. C'est pour ça que je me permettais un peu de forcer. C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Après, une fois que le processus est lancé. Je profite pour saluer l'équipe de la Normandie qui vient d'arriver et qui a vraiment affronté des difficultés pour arriver. Merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'il y aura une question? Il y a M. Lally et Mme Dessous. Merci pour votre présentation. Effectivement, je vais retenir simplement un chiffre là, qui m'interpelle, comme beaucoup de monde, j'imagine. C'est les troubles dits psychiques là, chez les jeunes et en particulier chez les étudiants, parce que le chiffre, alors, si j'ai bien compris, on estime à une quarantaine de %. C'est phénoménal. Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a une accentuation de ce type de phénomène pour autant qu'on mesurait aussi finement qu'on peut le faire aujourd'hui par rapport aux générations antérieures? Et si tel est le cas, est-ce qu'on est capable, à travers les questionnements qui sont faits à l'occasion des contacts avec ces jeunes, d'identifier les principales causes de troubles? Alors, je vais avoir du mal à répondre à votre question précisément parce que il n'y a pas de chiffres ou d'études qui expliquent, qui expliquent de manière extrêmement claire tout ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire de la Covid, il y a eu une prise de conscience et il y a eu une aggravation, certainement liée, premièrement, à l'isolement. Évidemment, pendant la crise Covid, ça a été, vous avez tous été au premier rang, mais on a vu que les jeunes étaient isolés, que les jeunes qui étaient en plus un peu déracinés par rapport à leur famille se sont retrouvés encore plus seuls. Voilà. Et entre l'isolement, la perte de lien social, les écrans, les nouvelles technologies qui sont parfois aussi une mise à distance, alors beaucoup de liens, mais en fait plus de liens. Voilà, le phénomène aussi d'addiction aux écrans, la précarité. Il y a aussi, quand vous êtes étudiant, que vous avez peu de moyens, vous êtes boursier, vous devez travailler, vous travaillez en plus de vos études, qui parfois avec beaucoup de cours en distanciel, et vous travaillez au lieu de socialiser, à un âge où effectivement c'est essentiel de créer un réseau, des amis, et on a envie, voilà. Donc toutes ces raisons, précarité, isolement, écran, mauvaise utilisation de technologies, perte de liens, font qu'on en arrive à ça. Il y a certainement aussi un phénomène de peut-être libération de la parole aujourd'hui, le fait que le sujet monte, le fait qu'on s'y intéresse plus, le sujet devient moins tabou, et aussi peut-être qu'on s'aperçoit de l'ampleur. Mais l'aggravation est là, et
Certains médecins ou certains services d'urgence vous diront qu'effectivement, ils ont vu augmenter significativement la consultation d'urgence, les tentatives de suicide chez les jeunes. Dans la fédération, on voit aussi des pédopsychiatres. Pour information, il y a un poste de pédopsychiatre sur 2 qui n'est pas pourvu. C'est pour vous dire à quel point on a besoin de professionnels et on a besoin de donner envie à tout le monde d'aller travailler dans le soin et la psychiatrie, et a fortiori aux étudiants en médecine de choisir cette spécialité de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Voilà, donc les pédopsychiatres, depuis la Covid, nous signalent qu'il y a, que c'est de plus en plus jeune que les problèmes commencent. On sait que 75% des troubles psychiques se déclarent entre 15 ans et 25 ans, mais en fait, de plus en plus, ça commence jeune, et les pédopsychiatres nous disent, on voit parfois des tentatives de suicide à 10 ans, 11 ans, ce qu'on ne voyait pas ou très peu avant. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, parce que parfois... Bon, mais je ne veux pas être que négatif, que alarmiste. C'est important de partager ce constat, mais ce qu'on voit avec ce qu'a expliqué Anne, avec l'ouverture du sujet, avec la grande cause, avec la prise en compte, avec l'idée de dire comment est-ce qu'on peut faire plus de prévention, comment est-ce qu'on peut former les acteurs de première ligne, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes de sensibilisation dans les écoles, dans les universités. Il y a beaucoup de solutions et beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Merci. Madame Dessol, vous aviez une question. Peut-être Monsieur Médrinal, avant. J'avais une question à Madame Locher. J'ai retenu que vous avez parlé de disparition des symptômes. Oui. Vous avez parlé de projet. Comment y êtes-vous arrivé? Quel accompagnement avez-vous eu? Est-ce que c'est aussi valable, j'allais dire, pour toute personne en souffrance psychique? Le cheminement n'est pas évident. Je suis parent d'un enfant en souffrance psychique et j'ai qu'une ambition, c'est d'arriver à ce à quoi vous êtes arrivé. Alors, pour répondre à votre question, je dirais, en tout cas par rapport à mon expérience et par rapport à mes groupes d'entraide mutuelle, parce que je fais partie de plusieurs groupes d'entraide mutuelle, ce qu'on voit, c'est que chaque parcours est différent. Effectivement, la question de la disparition des symptômes, en tout cas la prise de traitement, c'est indispensable, mais on sait que voilà, en fonction du trouble psychique qu'on a, le parcours va pas être le même. Cela dit, ce qu'on voit, c'est que quand on prend des traitements, qu'on arrive à se stabiliser au niveau de la maladie, et on peut retrouver une vie sociale. Les groupes d'entraide mutuelle, ça c'est fait pour ça. C'est fait pour pas seulement pour briser l'isolement, mais aussi pour reprendre confiance en soi. Alors, je sais pas, pour parler de mon parcours, moi, enfin, j'ai été dans des groupes d'entraide mutuelle, ça fait déjà très longtemps. Je suis arrivée dans mon groupe d'entraide mutuelle Nomade en 2009. J'ai pas toujours fréquenté le GEM. Il y a des moments où j'étais moins bien, où je venais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ça m'a beaucoup aidée quand j'ai été mieux, que j'ai plus besoin d'être hospitalisée. Ça m'a beaucoup aidée en fait à retrouver confiance en moi. J'ai pu faire du bénévolat dans le GEM, ce qui m'a donné confiance pour aller faire du bénévolat aussi dans d'autres associations. Et puis après, je suis revenue dans le GEM et puis j'ai pris une autre place. Alors quand je suis arrivée, je venais, je faisais les ateliers. Et après, je suis partie et quand je suis revenue, je suis rentrée au CA. Puis après, je suis rentrée au bureau. Puis je suis devenue présidente. Et puis ça m'a permis de prendre confiance, de développer aussi des compétences, de retrouver l'envie de faire des choses aussi. Parce que dans le GEM, en fait, on a la possibilité, voilà, d'animer des ateliers et de prendre la place qu'on a envie de prendre. Ça m'a permis de reprendre des études après, et je dirais que
Le GEM m'a beaucoup aidé, mais le message que je voulais faire passer, c'est que voilà, les troubles psychiques, faut pas avoir peur en fait du temps. On a besoin de temps pour s'en sortir, et la pérédance, c'est très très important pour arriver à soutenir ça en fait. C'est-à-dire que quand on arrive, voilà, moi le fait de voir qu'il y avait des gens qui avaient eu tout un parcours et qui avaient retrouvé la vie qu'ils avaient envie d'avoir, je pense que ça m'a libéré aussi ça m'a autorisé, moi, à rêver et à avoir envie de faire des choses, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est-à-dire que c'est difficilement modélisable par rapport à votre question. C'est difficilement modélisable. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, autour de moi, enfin, voilà, ça c'est mon expérience personnelle, mais autour de moi, je vois des gens quand même qui ont, voilà, pas le même parcours, mais le même type de parcours dans le sens où il y a le même type de dynamique. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au groupe d'entraide mutuelle et à la possibilité qui est donnée aux gens de prendre une place citoyenne. Ça permet pour soi de retrouver une dignité, de retrouver une envie de faire des choses et voilà. Donc même si mon parcours est pas modélisable, ce que je vois autour de moi, c'est quand même que les groupes d'entraide mutuelle, ça soutient énormément le rétablissement et ça permet d'aller beaucoup mieux, oui. Très bien. Merci. Une toute dernière question ou c'est bon? Ah. Alors ce sera la dernière, hein, mais... Et après, bien entendu, vous pourrez discuter évidemment avec Anne. Et voilà. J'avais une question sur la cause de l'évolution de ces troubles. Vous avez parlé tout à l'heure de l'isolement dû au Covid. Pour avoir connu 2 cas assez marqués, est-ce que le Covid a entretenu ou a développé le télétravail? Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées en télétravail longuement et qui poursuivent aujourd'hui, et ça coupe une forme de lien important qui est le lien social dans l'entreprise, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, que le télétravail à outrance ou développé peut être une cause, parmi d'autres, mais peut-être une cause de ces troubles? Alors ça va être difficile de généraliser, il n'y a pas de vérité absolue, hein, et on voit bien que pour le télétravail, puisque vous en parlez, il y a des personnes qui s'y retrouvent et qui effectivement se sentent bien. Dans l'équipe du siège, il y a une personne qui travaille et qui a des troubles psychiques, entre autres, enfin cette personne-là, eh bien on voit que pour elle, le télétravail, ça l'aide énormément. Puisque elle est moins, parce qu'on a un espace un peu de coworking, donc elle est moins sollicitée, elle peut se concentrer, voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention et être surtout précis et voir avec la personne ce qui est le mieux pour elle. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que le lien social, tout lien social est un formidable facteur d'ouverture, de découverte des autres, de soi. Enfin, on a vitalement besoin de lien social. Hein, il n'est pas à démontrer les conséquences entre perte de lien social et santé mentale. Voilà. Donc, oui, il y a un effet balancier, d'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises, mais il est important, effectivement, d'équilibrer les choses. Le télétravail a des avantages, peut permettre des choses, mais le télétravail à outrance ou mal mesuré crée des effets très mauvais sur le lien social, mais aussi après sur l'entraide, sur la productivité, le travail en équipe. Et puis il y a certains métiers où c'est pas possible. Voilà. Donc je sais pas si je réponds, mais je suis d'accord avec vous. Je suis pas le seul. Enfin, c'est pas qu'une question d'avis personnel. Voilà. Donc ne négligeons pas, et on le voit, ne négligeons pas la richesse de la rencontre, du travail ensemble, du présentiel. Voilà, c'est important. Maintenant, comme toute nouvelle chose, comment on l'intègre et comment on fait en sorte qu'elle soit à sa juste place. Voilà. Et ce que je trouve intéressant chez Vivre et Devenir, c'est effectivement, avec les métiers que vous faites, je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas ou peu possibles. Et comment... Parce que, en fait,
on se rend compte qu'on a tout à fait la possibilité de créer des conditions favorables dans son métier, dans tout professionnel, mais aussi avec les personnes que vous accompagnez. Je terminerai juste là-dessus, pardon. On fait beaucoup, à la Fédération, on fait beaucoup de formation, de sensibilisation et de formation sur le rétablissement, sur les outils. On fait même des formations pour managers et santé mentale. Voilà. Et c'est intéressant parce que souvent les gens disent, mais écoutez, moi, avec mon type de travail ou ce que je fais, je vois pas comment je peux mettre en place ces histoires de rétablissement parce que l'espoir... Et en fait, si. Dans la manière dont on fait les choses, dans la manière dont on questionne, dans la manière dont on accompagne, dans la manière dont on manage aussi, on peut tout à fait intégrer les valeurs du rétablissement et créer les conditions favorables à une bonne écoute, tout en restant exigeant et professionnel, donner envie aux personnes de donner leur avis, donner envie aux personnes de faire fonctionner la pérédance. Voilà. C'est très intéressant. Enfin, à mon avis, vous faites un des plus beaux métiers du monde. Enfin, il y a plusieurs métiers, mais vous faites des beaux métiers et vous avez le pouvoir de le faire d'une manière qui permet de tirer tout le monde vers le haut. Donc, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la deuxième table ronde, mais à la première même table ronde, j'hésite, est-ce qu'on fait monter les intervenants comme ça, ils seront là? Ce sera peut-être plus simple. Non, non, pour la photo. Donc voilà. Je voudrais inviter tous les lauréats à monter sur scène pour faire une photo avec tout le monde. J'attendais que les lauréats de la clé arrivent. Et du coup, en fait, pour qu'on puisse faire... Vous montez avec vos chèques, hein, parce que ça fait joli sur la photo. Et on fait une photo rapidement et après on poursuit la journée. Merci beaucoup. Bah, on peut applaudir quand même parce que ça fait une belle brochette de lauréats quand même, hein. Merci beaucoup et bravo encore à vous.